Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les assureurs sénégalais veulent renforcer leur présence dans le secteur extractif pour capter plus de fonds. Selon eux, près de 26 millions de dollars de primes d'assurance du secteur extractif profitent majoritairement à des compagnies étrangères. Les Sénégalais, eux, perçoivent moins de 5%, une tendance qu'il faut inverser. Revue annuelle conjointe 2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point sur les performances du département de la santé, notamment celles relatives aux indicateurs prioritaires définis dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses 2025-2027. Le ministère de la Santé note des avancées majeures. Plusieurs évaluations ont été également faites. L'aéroport international Blaise Diagne va mal selon les travailleurs de cette structure. Ces derniers estiment que la nouvelle équipe n'a rien fait de concret pour soulager les travailleurs. Ces derniers d'ailleurs annoncent plusieurs dépôts de préavis de grève. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les assureurs sénégalais veulent renforcer leur présence dans le secteur extractif et inverser la tendance. Selon eux, près de 26 millions de dollars de primes d'assurance du secteur extractif profitent encore à des compagnies étrangères. Les assureurs sénégalais, eux, perçoivent moins de 5%. Ces derniers estiment que la tendance doit donc changer grâce à un nouveau dispositif axé sur la couverture des risques de l'investissement institutionnel. Elisabeth Grastine et Mafalfal. 26 millions de dollars de primes d'assurance sont captés en grande partie par des assureurs internationaux, tandis que les compagnies d'assurance locales en récupèrent moins de 5%. C'est ce constat qui est à l'origine de ces concertations sur le dispositif assurantiel dans le secteur extractif. Aujourd'hui, les primes annuelles d'assurance pour chaque champ tournent autour de 12 à 13 millions de dollars. Donc, comme vous le savez, on est en train d'exploiter deux champs, donc GTA et Sangomar. Donc ça te fait au moins 26 millions de dollars qui sont donc des primes d'assurance qui sont versées donc, par les compagnies, y compris Petrosen. Donc il y a la part de Petrosen dans ça. C'est un secteur qui est en train donc d'évoluer, importante. Et donc d'où la raison et la nécessité pour le Sénégal d'essayer de capter une grande part de ça. Les sociétés d'assurance du Sénégal vont intervenir dans deux volets, le volet couverture, le volet investissement institutionnel. On ne peut pas parler de champs gaziers ou pétroliers sans pour autant parler d'assurance, parce que les investissements sont tels, les risques sont tels que vous ne pouvez pas mettre des millions de dollars alors que derrière il n'y a pas de capacité. Ces risques n'ont pas été transférés à un spécialiste dont le métier justement c'est de pouvoir absorber ces chocs-là. Ça, c'est la première dimension de l'assurance en termes de couverture des risques. Il y a une autre dimension qui est extrêmement importante. Le directeur général de Petrosen en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la dimension investissement. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Les assureurs locaux ont la capacité de gérer la manne financière du secteur extractif, conformément à la loi sur le contenu local, en s'appuyant sur des mécanismes bien définis. Quand il y a un cyclone en Asie, il y a une partie de ce cyclone qui va être payée aux États-Unis ou même parfois au Sénégal. C'est ce qu'on appelle la mutualisation mondiale. Donc ces risques sont tellement pointus, effectivement, on va les capter en local. L'assurance, elle est faite à 100% en local. C'est par la suite que nous allons faire des systèmes de réassurance. Donc nous avons effectivement cette capacité-là. Et l'objet, je pense qu'avec les autorités, il faut qu'on pousse que les assureurs puissent avoir davantage de rétention et qu'on évite ce qu'on appelle le fronting à 100%. Ce nouveau dispositif assurantiel dans le secteur extractif est pensé pour capter davantage de primes d'assurance au niveau local en cohérence avec le plan Sénégal 2050. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté la revue annuelle conjointe, une rencontre qui vise à partager les performances du département de la santé, notamment celles relatives aux indicateurs prioritaires définis dans le document pluriannuel des dépenses 2025-2027. L'objectif est également d'évaluer les résultats attendus, de dégager de nouvelles perspectives
Dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations en matière de prise en charge sanitaire et de plateaux médicaux adéquats, le ministère de la Santé estime que la note est satisfaisante. Daouda Ba et Moussa Dia pour le compte rendu. Excuses, nous allons revenir sûrement avec l'élément avant la fin de cette édition. Retenez que au moins 50 entrepreneurs venus des 14 régions du Sénégal sont en immersion intensive de 5 semaines. Elles sont porteurs de projets qui est la DER/FJ. En partenariat avec l'ONG Simplon, se sont engagés à les accompagner pour mieux organiser leur secteur d'activité. Un dispositif structuré de renforcement de capacités alliant formation technique et accompagnement entrepreneurial a été mis en place sous forme de mentorat. Le camp se déroule au centre forestier de Thiès. Isidore Alexandre Sen, Sambafan. 50 femmes avec autant de projets, des projets qu'il faut encadrer et cela passe par des capacités managériales. C'est tout le sens de ce camp de formation. Alors, c'est 50 projets parce que chacune d'elles a une idée de projet ou un projet. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accompagner de manière collective, mais aussi de manière individuelle. Donc, c'est porteuse de projets et ça suppose également qu'il va falloir être quand même assez précis, assez singulier en termes d'accompagnement. Nous avons lancé un appel à candidature au niveau de nos 46 antennes départementales et ce qui est à saluer, c'est qu'on a eu à peu près 2000 candidatures et à travers une sélection assez rigoureuse, donc portant sur des critères comme le profil entrepreneurial, mais également l'idée de projet, nous en avons sélectionné 50 qui vont recevoir une formation intensive de 5 semaines. Et quand on parle de 5 semaines de formation, c'est pas 5 semaines où ils viennent le matin et repartent le soir. La structure Simplon est le bras technique de cette campagne de formation. Elle compte mettre toute son expertise en matière de gestion de projet pour ces femmes. Qu'elles vivent, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, pleinement la formation, qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. Ça, je n'ai aucun doute parce qu'il faut de la motivation pour aujourd'hui participer à cette formation. Donc, qui demande beaucoup d'investissement, notamment être disponible pendant 25 jours. Durant plus d'un mois, le centre forestier de Thiès va abriter ce camp, mais il va falloir un travail de terrain pour les bénéficiaires. Elle s'active selon l'organisation Simplon dans des domaines tels que l'agrobusiness, la transformation des céréales et l'agroécologie. Alexandre Sen, pour résorber le déficit de logements sociaux, le secrétaire d'État en charge du logement encourage les promoteurs immobiliers à privilégier le modèle de la location-vente. C'est pour faciliter, dit-il, l'accès à la propriété. Il s'exprimait d'ailleurs en marge d'une cérémonie de pose de la première pierre du projet de 25 000 logements à Gorom, dans la commune de Bambilor, un programme porté d'ailleurs par la société Essi Doucouré Immobilier. Mohamed Talandaou, secrétaire d'État en charge du logement, est ici au micro de Babacar Seck. Je salue votre approche commerciale orientée sur les mécanismes de location-vente, ce qui constitue aujourd'hui l'une des solutions les plus adaptées à la réalité des ménages sénégalais. Soyons clairs, le problème du logement sénégalais n'est pas seulement le coût global du logement. Le vrai problème, c'est la soutenabilité du paiement dans le temps. Notre principal défi, c'est restaurer la confiance dans ce secteur. La confiance a été rompue pendant très longtemps. Aujourd'hui, restaurer cette confiance reste notre principal défi dans ce secteur du logement. L'expérience récente nous a appris une chose essentielle. Beaucoup de projets ambitieux ont échoué, non pas faute de volonté, mais faute de structuration, de cohérence, de coordination, bref, de gouvernance. C'est le cas du fameux projet 100 000 logements. L'État sera pas seulement un facilitateur, l'État sera désormais un garant de la qualité des ouvrages,
garant du respect des délais, garant du respect des prix qui ont été annoncés, garant de la protection des intérêts de toutes les parties. Je le disais en titre, les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces derniers sont inquiets en ce qui concerne la gestion de la plateforme aéroportuaire. Ils estiment que la nouvelle équipe n'a pratiquement rien apporté de nouveau dans le cadre de la gestion de la structure. Ces derniers ont énuméré un chapelet de doléances. Ils entendent d'ailleurs déposer des préavis de grève. Selon eux, leur situation est difficile. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Muntaga Kane et Moruba. Très remontés, les travailleurs avertissent que malgré les excellents résultats enregistrés par l'AIBD ces dernières années, l'aéroport risque de perdre son prestige à cause, disent-ils, d'une mauvaise gouvernance. Nous faisons partie des meilleurs aéroports d'Afrique, Et c'est en grande partie grâce aux gestionnaires. Et ça, il faut le magnifier et le féliciter. Et même le ministre s'en vante. Oui, nous sommes le seul aéroport certifié OACI. Merci beaucoup. Mais il est en train de prendre des décisions où malheureusement, si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas de ranking, on va se retrouver à la dernière place. Je ne te dis même pas à 22e ou 32e. Dernière place. Parce qu'un aéroport où il y a des équipements qui sont aux arrêts, l'aéroport n'est plus viable. Les syndicalistes soutiennent également que les projets d'aménagement et de développement de la structure sont aujourd'hui menacés. Le plus ahurissant dans ce réaménagement, c'est l'AS qui devait le faire par ressources propres. Et c'est l'AIBD qui doit le valider, car c'est lui qui lui a donné la concession. Mais il refuse, arguant qu'il a un projet d'extension de 200 milliards. On sait qu'ils n'ont pas 200 milliards. Autre point de revendication, les travailleurs réclament la restitution des terrains de Mbourkat qui leur avaient été attribués sous l'ancien régime avant d'être retirés par les nouvelles autorités. Des terrains de Mbourkat, ça faisait partie des conditions de transfert. Et il y a eu l'actionnariat aussi, les 5% d'actionnariat. On l'a signé avec Macky Sall. Ça, on l'a signé avec eux. Ça veut dire que ça fait partie des conditions de transfert. Ce n'est pas des choses politiques, ce n'est pas une récompense. Donc nous demandons à que ces terrains, ces suspensions soient levées. Face à cette situation, les syndicalistes annoncent leur intention de déposer prochainement un préavis de grève afin de faire entendre leurs revendications. À l'heure où je vous parle, tous les syndicats s'apprêtent à déposer un préavis de grève. Ça, c'est le premier point. Et c'est factuel, ce qui montre que l'aéroport va mal. Les syndicalistes qualifient le directeur général de l'AIBD de fantomatique et estiment également que le ministre des Transports demeure absent des préoccupations du secteur aéronautique. Quand nous restons justement à l'aéroport international Blaise Diagne, cette fois-ci c'est pour parler de la situation de Air Sénégal. Les travailleurs estiment que la société est en train de crouler sous plusieurs dettes. Ils estiment également que les communiqués qui ont été établis sont les chiffres communiqués donc sont fausses. Les bénéfices également annoncés sont fallacieux. Le syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal ajoute également que la compagnie ne pourra pas se redresser à ce rythme. Il estime que la structure ne dispose pas d'avions. Tous les avions ont été donc loués, le personnel cloué au sol. D'autres sont d'ailleurs restés chez eux. Je vous propose de suivre les explications de Serigne Moustapha Gueye. Il est le secrétaire général du syndicat des personnes, des personnels plutôt, des activités aéronautiques du Sénégal. Il est également au micro de Muntaga Kane et de Mamadou Ba. Je faisais partie de la commission lorsqu'il a fallu faire un dépôt de bilan de Sénégal Airlines. C'était pour 20 milliards. Et tous les experts du milieu maintenant qui continuent à soutenir Air Sénégal disaient que ce n'est plus possible. Maintenant, Air Sénégal a 200 milliards de dettes, mais bizarrement, les gens continuent à soutenir Air Sénégal. Je ne dis pas que nous ne devons pas soutenir Air Sénégal, mais Air Sénégal a des problèmes congénitaux. Ça veut dire que toutes les dessertes ne sont pas rentables. Je peux vous donner des chiffres et je reste convaincu que les autorités n'ont pas les bons chiffres.
Parce que autour de tout ce qu'on est en train de créer, on a mis les états généraux des transports aériens. On a organisé les états généraux des transports aériens. On a organisé un conseil interministériel. Et maintenant, on a mis en place un comité de la dernière chance, comme on l'appelle, pour Air Sénégal et AIBD. Mais je reste convaincu, je ne suis pas très optimiste. Même si j'attends les résultats, des résultats finaux, je ne suis pas très optimiste des conclusions de ce comité, parce que je me dis que les problèmes de base ne sont pas réglés. Et le Sénégal ne peut pas continuer à voler avec un taux de remplissage de moins de 60% et se faire des bénéfices. Ça, ce n'est pas possible. Nous le connaissons tous. Et il n'y a pas une seule destination de Air Sénégal qui soit rentable. Je peux prendre les destinations les plus fréquentées, Casablanca, Paris, Bamako et les autres. Aucune de ces destinations n'est rentable. Donc, Air Sénégal ne sera jamais rentable. À Guédiawaye, la foire des acteurs de l'économie sociale et solidaire a donc refermé ses portes sur une note de satisfaction et d'espoir. Le directeur du cabinet du ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire salue l'initiative de développement. Il annonce également la création prochaine de plusieurs incubateurs dans les collectivités territoriales afin, dit-il, de renforcer et de promouvoir l'économie sociale et solidaire à travers le pays. Il s'appelle Mamoudou Ndiaye et je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Tout ce qui entre dans la stratégie que le ministère a dégagée pour accompagner les acteurs a été fait en termes de renforcement de capacités et selon les modalités qui sont appliquées par le ministre, à savoir une formation qui aboutit à l'action de la part de la personne qui reçoit cette formation. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici clôturer ce forum qui a été une grande réussite et qui va préparer le Sénégal donc à participer l'organisation au déroulement du forum africain de l'économie sociale et solidaire qui sera organisé ici même à Dakar. Nous partons rassurés et nous allons rassurer monsieur le ministre que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont prêts pour le forum africain de l'économie sociale et solidaire. Que ces acteurs sont engagés avec simplement un accompagnement minimum, ils sont engagés à faire de l'économie sociale et solidaire la clé de voûte de la souveraineté économique du Sénégal. Le mouvement citoyen Kaolack Suñu Yitte dresse le bilan de ces 4 années d'existence et décline également ces nouvelles orientations stratégiques entre l'autonomisation financière des femmes via un fonds revolving de 30 millions de francs CFA et la reconnaissance officielle par l'État. L'organisation entend désormais passer à la vitesse supérieure avec la construction de la cité de Mbossé Kumba Digen. Voici Moussa Diaw, il est le président du mouvement Kaolack Suñu Yitte. Il est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astombaye. On s'est dit à un certain moment, on ne peut plus continuer à être des spectateurs. Donc face à la situation de Kaolack qui de jour en jour devient dégradante. On s'est dit à un certain moment, nous en tant que fils de Kaolack et filles de Kaolack, nous devons nous réunir, unir nos efforts pour apporter notre effort à l'effet donc, de construction, de reconstruction de la ville de Mbossé Kumba Digen. Et 2 ans après, le mouvement a grandi, le mouvement s'est fixé des objectifs. C'était en 2022. Et de 2022 jusqu'à 2026, donc c'est presque 4 ans passés. Et aujourd'hui, la réunion que nous réunissons aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de Kaolack Suñu Yitte qui nous permet de faire l'évaluation du chemin déjà parcouru, mais de fixer de nouvelles perspectives afin de mieux participer donc, à l'effort de développement au niveau de Kaolack. En 2022, les braves dames ont lancé le premier programme de crédit fonds revolving avec participation individuelle de 2000 francs. Kaolack Suñu Yitte a apporté donc une contribution de 700 000 et au bout de 2 ans aujourd'hui, le crédit fonds revolving tourne autour de 36 millions. Et la nouvelle perspective par rapport donc à ce crédit, c'est aujourd'hui, c'est demain du moins, quand on se réunit, qu'on parvienne à dire que le fonds crédit revolving aujourd'hui a un fonds qui tourne autour de 300 millions.
Et puis la météo qui annonce une pluviométrique. Donc la météorologie qui annonce une pluviométrologique peu abondante, avec également un délai court. Après donc cette annonce de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologique, qui est perçu comme étant un avertissement à hauteur et qui va permettre à tous les acteurs de prendre leurs précautions. C'est ce que pense Sidiba. Il est le porte-parole du Conseil national de concertation de coopération des ruraux. Selon lui, ce phénomène s'est produit il y a cela 2 ans dans le pays. Il estime que des mesures doivent être prises pour éviter d'éventuelles inondations, mais également une mauvaise récolte. Donc du côté de des agriculteurs, il les invite donc à favoriser l'habitage des semences. Sidiba, porte-parole du CNCR, région Paramnétacor. Le fait qu'on soit déjà averti par la NACIM que cet hivernage-là qui nous guette, et je pense qu'on a l'habitude de vivre des hivernages pareils. Il y a 2 ans de cela, on avait connu un hivernage similaire. Des pluies tardives avec de fortes pauses et des inondations. Et je pense que là, en tant que producteurs agricoles, nous sommes habitués à connaître ce type d'hivernage. Je pense que dès à présent, il faut comprendre les mesures idoines. Les mesures idoines, c'est d'abord de privilégier les variétés actives. Les variétés actives qui sont résistantes à la sécheresse. Et le mil qu'on a ici, le mil peut supporter ces longues pauses de pluie. Et on a des variétés d'arachides aussi qui peuvent supporter ces longues pauses de pluie. Et le sésame aussi, c'est une spéculation qui ne demande pas beaucoup de pluie. Et le niébé aussi cultivé dans la zone nord aussi peut supporter ces longues pauses, mais il se dit qu'avec cette circulation, s'il y a longue pause, il peut qu'il y ait des attaques contre certains dépendateurs de culture. Là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de privilégier ce type de circulation et pourtant facilitant en faisant de cerclage régulier au niveau des champs pour maintenir l'humidité des sols et aussi s'il est dans la mesure du possible aussi encourager que les paysans butent les champs, butent les plantules, que ce soit entre les champs, les mille. Le chef de l'État, lors de sa rencontre avec les organisations syndicales, les centrales syndicales notamment, a estimé qu'il faudrait chercher ensemble des solutions pour sortir de ces situations, régler également le passif social, une annonce qui n'est pas donc tombée dans l'oreille d'un sourd. L'UNSAS, à travers Pape Birame Diallo, estime que le chef de l'État doit aller dans ce sens, régler à l'ensemble des problèmes auxquels les syndicats font face, notamment les revendications les plus il estime que plusieurs syndicats sont en grève, d'autres entendent déposer des préavis de grève, une situation sociale qui ne peut pas perdurer, dit-il. Pape Birame Diallo, il est membre de l'UNSAS. Je vous propose de l'écouter, il est joint par Antoine Diouf. Bon, encore une annonce peut-être qui sera suivie des faits. Le président, lors de sa communication avant le 1er mai, nous avait promis un livre blanc sur l'examen et la réalisation des revendications inscrites dans les différents cahiers de doléances depuis plusieurs années. Mais nous attendons donc au gouvernement ce livre blanc. Ce qu'on nous a présenté à la présidence de la République, c'est un catalogue de vos pieds. En termes de réalisation, il reste beaucoup à faire. Nous avons déjà fait une évaluation, la revue annuelle de la mise en œuvre du plan d'action du pacte. Ce que nous avons retenu, sur déjà 33 engagements qui étaient en tout cas prévus pour 2025-2026, il n'y a que 13 réalisations. Donc ça reste 20 réalisations à faire, et notamment la réintégration effective des travailleurs licenciés. Nous attendons encore la régularisation de l'indemnité de logement pour les travailleurs du secteur de la santé. Nous attendons également le partage de la dernière mouture des projets de loi portant sur le code du travail et le code de sécurité sociale. Parce qu'il était prévu de faire un atelier de partage avec l'autorité du Premier ministre ou le ministre du Travail sur ces questions. Nous attendons jusqu'à présent. Il n'y a pas encore eu de début de réalisation de ces promesses faites par l'autorité. Donc, c'est encore une annonce. Certainement, ce sera suivi cette fois du défi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Juste après moi, Aminata Kor, dont l'invité de la rédaction, il reçoit ce soir Diara Falassane Daoui, le secrétaire général des travailleurs du BTP. Vous l'aurez compris,
Ils vont aborder plusieurs questions, notamment la situation des entreprises BTP, mais aussi des questions politiques. Diafa Alassane Ndao est également maire d'une commune au Sénégal. A tout de suite.